avec d'abord une intervention de Géraldine Sfez et Sarah Troche qui va traiter sur le bonheur en couleur véritable. Géraldine Sfez, agrégée et docteur de philosophie et maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université Lille et membre du Centre d'études des arts contemporains. Ses recherches portent sur l'esthétique et la théorie des arts visuels contemporains et s'articulent principalement autour des relations entre cinéma et art contemporain. Depuis 2018, elle co-dirige la revue Déméter, théorie et pratiques artistiques contemporaines. Elle va faire sa communication avec Sarah Troche, donc une communication à deux voix, maîtresse de conférences en philosophie de l'art à l'Université de Lille. Elle est membre du laboratoire Savoir, Texte, Langage, où elle dirige la thématique « Invention dans les arts et la littérature ». Ses recherches portent sur le travail de la mémoire dans les pratiques artistiques modernes et contemporaines, art de l'oubli, notamment avec la pratique du hasard, méthodique de la déprise, l'œil et de l'innocence, des gestes de reprise et de répétition, la circulation et les usages des images, toutes faites des clichés. Depuis 2017, elles collaborent toutes les deux sur la question des clichés littéraires et visuels, ont notamment organisé une journée d'études, des conférences et coécrit des articles. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup Magali, merci Anne pour votre invitation, merci à tous les participants pour ces très belles interventions et toutes ces discussions passionnantes depuis hier. Notre proposition a pour titre « Le bonheur en couleur véritable ». Qui aujourd'hui écrit encore des cartes postales? Qui prend encore le temps d'hésiter devant le présentoir d'un bureau de tabac, entre le chaton qui envoie des bisous sur fond de coucher de soleil, la vue panoramique de la plage parsemée de parasols d'un rouge éclatant ou la présentation multivue offrant 10 cartes en une? Qui prend le temps d'écrire quelques phrases à la main, de retrouver l'adresse, de mettre un timbre? Certes, quand on le fait, ce geste devenu rare prend un sens considérable. Mais le message reste le même. Dire et redire par la carte, depuis l'endroit où nous nous trouvons précisément situés, ce que ne peut faire le mail, mode de communication atopique, que nous sommes bien, très bien même, que nous passons de bons moments et que, du fond de cette vacance heureuse où il ne se passe pas grand-chose, nos pensées se tendent momentanément vers l'autre. Réunissant en un même objet le visuel et le littéraire, la carte postale de vacances offre l'incarnation la plus consensuelle du cliché du bonheur. Paysages de rêve et formules creuses déclinent des expressions convenues du bien-être. La carte n'est jamais le témoignage singulier de l'expérience des vacances, dont le déroulement est rarement aussi lisse que ce qu'elles en disent, mais bien l'incarnation parfaite, matérialisée dans l'image, d'une vision stéréotypée du bien-être inscrite dans un paysage de rêve. Comme la carte postale, l'histoire du cliché est au croisement du visuel et du littéraire. Issu du vocabulaire technique de la reproduction typographique, le cliché désigne simultanément, à partir de 1860, la matrice du négatif photographique et des expressions littéraires toutes faites, souvent imagées, qui font l'effet d'une grande banalité. L'histoire de la carte postale est riche, diverse et nullement indexée en soi à l'idée de bonheur. On sait que les cartes postales du début du XXe siècle couvraient l'actualité sous toutes ses facettes, y compris les plus dramatiques, inondations, explosions, faits divers. Nous nous centrons ici sur un contexte particulier, la carte postale prise dans l'industrie culturelle de l'imagerie touristique, telle qu'elle se déploie depuis les années 50. Une image pauvre, stéréotypée, qui fonctionne à la fois comme message, promotion touristique d'un lieu, et indirectement, mais tout aussi puissamment, formation d'imaginaire collectif. Car si les cartes se font de plus en plus rares, elles n'ont rien perdu de leur effet. L'imaginaire de carte postale continue d'informer nos représentations de paysages idylliques et de moments de loisirs. C'est donc cette articulation entre lieu commun, images stéréotypées et expression d'un bonheur consensuel que nous posons comme point de départ de notre réflexion et que nous aborderons non pas frontalement à partir des cartes, mais à partir de certaines pratiques artistiques, littéraires, photographiques ou cinématographiques. Comment les artistes se saisissent-ils de cet imaginaire tout fait du bonheur ? Comment la carte postale vient-elle non pas simplement illustrer le bonheur, mais actualiser en son recto aussi bien qu'en son verso, dans son esthétique visuelle particulière comme dans ses registres d'écriture, un certain cliché du bonheur.
Dans le texte qui ouvre l'infraordinaire, Georges Perec définit les grandes lignes d'un projet littéraire fondant une anthropologie du quotidien. Délaisser le spectaculaire, l'événement qui défraie la chronique et concentre les regards, pour porter l'attention vers les choses communes. Non plus l'exotique, mais l'endotique, nous dit Perec, dans une formule qui condense le projet. La carte postale est d'une certaine manière au croisement des deux termes, un exotique endotique, une forme d'arrachement au quotidien qui voudrait trancher sur l'ordinaire, mais se décline dans les formules les plus convenues. 243 cartes postales en couleur véritable, tel est le titre du deuxième texte de l'infraordinaire, qui déroule autant de messages types écrits au dos de cartes postales imaginaires. Alors, je vais lire ces premiers textes inventés par Perec. Les 3 premières cartes sur les 243. Nous campons près d'Ajaccio. Il fait très beau. On mange bien. J'ai pris un coup de soleil. Bon baiser. On est à l'hôtel Alcazar, près d'Ajaccio. On bronze. Ah, ce qu'on est bien. Je me suis fait un tas de potes. On rentre le 7. Nous naviguons dans les environs de l'île Rousse. On se laisse bronzer. On mange admirablement. J'ai pris un de ces coups de soleil. Baiser et tout. Toutes ces cartes disent le bonheur de la paresse, les amis, les délices de l'eau et de la nourriture, et surtout, motif presque constant, le ciel invariablement bleu, le soleil ou les terribles coups de soleil, indice exemplaire d'un relâchement bienheureux de la vigilance. Si le bonheur est, selon la formule bien connue, sans histoire, dépourvu d'action et d'événementialité, ces courts textes en sont l'expression la plus parfaite. Se baigner, faire la sieste, s'amuser, autant d'activités qui désignent moins des actions que des états, suggérés plus que décrits. Toutes différentes, toutes substituables. Perec joue de l'aspect combinatoire de ses pensées qui réduisent l'écriture du message à peu de choses. Rien de plus contraint que l'espace limité de la carte postale, rien de plus simple que le remplissage par formule convenue, dont certaines applications en ligne proposent aujourd'hui un équivalent numérique à partir de messages préécrits. Pour écrire ces cartes, Perec a travaillé à partir de listes de villes, de pays, d'hôtels, de syntagmes verbaux, elles-mêmes inscrites dans des catégories plus larges qui répertorient en tout 5 lieux communs emplissant le verso d'une carte postale de vacances. Toute carte fera ainsi mention du lieu géographique, ville, région, hôtel, de considérations générales, météo, sieste, bronzage, de satisfaction, nourriture, plage, bien-être, de mentions plus particulières, mais tout aussi stéréotypées, insolation, activité, rencontre, et enfin de salutations, les bisous, pensées, retours. Je laisse de côté les opérations assez complexes mises en œuvre par Perec pour combiner ces éléments qui ne sont pas, vous vous en doutez, assemblés intuitivement, mais en fait ordonnés à partir des tableaux, à partir de formules mathématiques et de carrés magiques. Outre l'aspect largement connu et commenté de la contrainte oulipienne, le geste de Perec, appliqué à cet objet si particulier qu'est la carte postale, prend une autre dimension qui renoue avec le sens antique du lieu commun. Dans l'Antiquité, en effet, les lieux communs, ou topoi, sont les réserves d'arguments types, les formules convenues qui assurent l'efficacité de la parole publique et instaurent une forme de partage, d'adhésion avec l'auditoire. Perec, d'une certaine manière, cartographie le lieu commun du bonheur en répertoriant les figures types comme les textes antiques organisaient l'argumentation à partir de lieux thématiques. La combinatoire permet d'activer la banalité, de faire ressortir le vide du lieu commun, chacune des 243 cartes répétant potentiellement les autres. Qu'on écrive de la mer ou de la montagne, d'un pays lointain ou proche de chez soi, le message est presque le même. Le lieu commun du bien-être assemble tous les lieux géographiques. Sont donc ici confondus le sens ancien du lieu commun comme argument tout fait, visant à convaincre ou à suggérer un état, et son sens moderne comme banalité, platitude partagée, dont la fonction est avant tout sociale, parler de la pluie du beau temps, établir un contact. Les textes des cartes imaginées par Perec sont sans recto, mais inutile d'une certaine manière d'accompagner les textes d'un visuel. Ces cartes, nous les voyons, ou plutôt nous les avons toutes en tête: plage, coucher de soleil, cartes promotionnelles d'hôtels chics, restaurants, paysages typiques et pittoresques. L'indication du titre en couleur véritable est tout sauf accessoire. On devine dans cet indice les couleurs d'un paysage plus vrai que nature, le ciel passé au bleu parfait, dépourvu de nuages. La couleur véritable désigne paradoxalement la marque de l'artificialité même du paysage, qui donne à toutes ces cartes un air de famille, une esthétique particulière qu'on pourrait appeler le paysage de carte postale. Le paysage de carte postale n'est pas la carte postale de paysage.
Retravaillé, idéalisé, le paysage de carte postale est à mi-chemin entre un paysage réel et imaginaire, illustrant tel paysage particulier, mais aussi l'idée même de carte postale, qui est ici implicitement convoquée par le texte de Pérec. Cette idéalisation passe notamment par l'effet de travail sur les couleurs, qui sont saturées, mais qui sont aussi parfois totalement composées. Je renvoie sur ce point au travail formidable et particulièrement patient de John Hinde, grand éditeur de cartes postales très populaire en Angleterre dans les années 60, qui composait ses cartes comme des tableaux, en mettant souvent des fleurs au premier plan, en attendant tel effet de lumière ou le passage de tel voilier au loin, ajoutant un objet de couleur si besoin. Dans ce paysage idéal, la mer calme et le ciel sont toujours bleus, quelle que soit la région ou la saison. Ce dernier élément, le ciel bleu, est d'ailleurs sans doute le plus emblématique de cette esthétique de carte postale. Rien de plus banal que ce ciel bleu, rien de plus signifiant aussi. Sa répétition tient non à son occurrence réelle, mais bien à sa valeur symbolique, le ciel sans nuages et l'image à la fois littérale et métaphorique de l'absence de contrariété, de cet étalement de bien-être que rien ne saurait perturber. Le bleu du ciel est donc une image pleinement cliché qui contient métaphoriquement le cliché stylistique. Aussi, le bleu du ciel doit s'exhiber et se signifier lui-même comme bleu, toujours trop bleu. Le ciel est trop bleu, la mer trop calme, et ce trop est bien le signe du cliché. À l'opposé de ce que pourrait être un paysage sublime, ce trop n'est pas du régime de l'excès, de ce qui dépasse le cadre, mais du trop parfait, car entièrement conforme à l'idée du beau paysage. Alors, si les cartes de Pérec, ces cartes imaginées par Pérec peuvent sembler aujourd'hui un peu désuètes, leur imaginaire factice est pourtant bien présent, nourrissant les désirs et contradictions notamment du tourisme. Ces contradictions sont au centre du travail de Martin Parr, qui photographie depuis plus de 20 ans les dérives du tourisme de masse, l'écart entre l'image idyllique et la réalité. Parmi ses livres de photographie les plus connus, Small World, qu'on traduit par Petite planète, qui est paru en 1995, montre les effets de concentration qui accompagnent paradoxalement la globalisation du tourisme. La planète est petite, dit Parr, car soudainement accessible à portée de main suite au développement exponentiel des compagnies aériennes à bas coût. Petite aussi car offerte au tourisme à travers des parcours ultra balisés qui concentrent les flux en certains points. Mais aussi petite plus fondamentalement car réduite aux clichés qui précèdent les voyages, à ces images que l'on a en tête et que l'on souhaite retrouver sur place. Je cite Martin Parr, « Nous sommes nombreux au même endroit, au même moment, pour voir la même chose. » Et donc en jeu aussi bien l'effet évident de concentration spatiale que plus subtilement la superposition des points de vue, une forme de culture visuelle parfaitement circulaire, où les touristes cherchent à photographier le point de vue conforme à l'image touristique qui a suscité leur désir de voir, donc à retrouver et souvent à photographier ou refotographier sur place la carte postale initiale. Les cartes postales montrant les lieux vides de touristes et paysages intacts relèvent de ce que Martin Parr appelle la propagande. Dans l'acception large qu'il lui donne, qui est plus ancrée dans la société de consommation que dans la politique, une image de propagande est d'abord une image factice, artificiellement composée en vue de faire passer une idée, mais aussi de séduire, de faire vendre. Une image donc qui joue de l'effet de réalité ou de crédibilité associé au médium photographique pour présenter comme réel ce qui est avantageusement mis en scène et susciter ainsi notre désir de voir ou de consommer. Propagande, donc, sont les publicités, les cartes postales touristiques, les images des agences de voyage, mais aussi les visuels des emballages alimentaires qui transfigurent la moindre saucisse. Propagande, enfin, ces albums de famille où tout le monde sourit. Et donc Facebook est, selon Martin Parr, le prolongement contemporain le plus ennuyeux qui soit. Ces images de propagande, Martin Parr les observe, les collectionne, les rassemble parfois, comme dans l'album intitulé « Bonheur », qu'il publie en 2003. Donc, vous voyez ici donc, la couverture et quelques-unes des images qui sont assemblées. Alors, cet album présente une série de cartes postales qu'il a lui-même collectionnées sur plusieurs années, des cartes postales qui ont été éditées principalement au Portugal et dans des pays méditerranéens catholiques. Martin Parr le rappelle lui-même dans un court texte qui ouvre l'ouvrage. Elles traduisent toutes une adhésion à la famille, le modèle, je cite Martin Parr, d'un ordre moral où les attentes du consommateur et les rapports domestiques se complètent dans une parfaite harmonie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce livre proposé par Martin Parr fait plus qu'assembler. Il met aussi en scène, dans sa présentation graphique, en tout cas dans la couverture, l'aspect propagande, par le choix des couleurs, par des formules aussi qui parodient la publicité. Il est question d'un amour véritable, sans doute aussi véritable que les couleurs véritables de Pérec, et qui présente donc ce livre de cartes postales comme un objet de consommation familiale idéal pour le couple et la famille. Quand on parcourt les nombreuses photos de plage prises par Martin Parr en Angleterre ou aux quatre coins du monde, ou quand on regarde les photographies de Small World, il serait tentant de voir son travail comme une contre-propagande. Faire voir l'envers du décor, élargir les limites du cadre idyllique pour nous montrer ce que la carte postale tient usuellement hors champ, les effets de foule, les vendeurs de babioles et autres boutiques de souvenirs, les corps fatigués rougissant au soleil. Même si les propos de Martin Parr semblent parfois conforter cette lecture, puisqu'il oppose lui-même la fiction des images de propagande à la réalité de ses propres photos, cette vision nous paraît cependant trop simpliste, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que les photos de Martin Parr reprennent explicitement certains traits des images commerciales. Les couleurs sont volontairement saturées, toujours vives, rehaussées par l'utilisation du flash en plein jour qui leur donne un aspect légèrement irréel. Si Martin Parr ne met jamais en scène ce qu'il photographie, le quotidien est suffisamment absurde pour cela, il y a bien un parti pris esthétique, une interprétation qui les rapproche d'une forme de fiction, comme il le dit lui-même, ou du moins d'une exagération explicite. Ensuite, parce qu'il entretient lui-même un rapport riche et complexe aux cartes postales, images publicitaires qu'il collectionne, combine, parfois expose, comme les cartes postales de John Hinde, dont il reprend en partie les codes. Enfin, parce que les images de Martin Parr, tout en étant très accessibles, sont ouvertes à une pluralité de sens et de lectures possibles qui les éloignent du style journalistique, illustrant un point de vue explicite, ravage du tourisme, destruction des sites. Or, ces photos nous montrent pour la plupart des gens qui sourient. Et c'est peut-être cela qui dérange, sans être explicitement pensé comme tel, comme le souligne Martin Parr. Ce qui choque dans mes photos, ce n'est pas de montrer des gens agglutinés sur une plage sordide ou à côté de l'acropole d'Athènes, c'est que ces gens sourient, ils sont heureux sur mes images, ils sont heureux dans un monde qu'ils contribuent à détruire. L'hypothèse que nous avançons est alors la suivante. Il ne s'agit pas, dans le travail de Martin Parr, de renverser la propagande, de proposer une anti-carte postale, mais plutôt d'intégrer cet imaginaire pour le retravailler de l'intérieur, le rendre présent à l'état latent dans l'image qui le dément. Ce qui est premier dans ces photographies, donc ce n'est pas l'idée à illustrer, mais bien l'imaginaire de propagande qui travaille le regard et les comportements. Je m'appuierai ici sur une expression de Martin Parr qui nous a paru éloquente et qui semble parfaitement illustrer cette position critique interne à l'imaginaire même de carte postale. La plupart des photographies que nous digérons sont une forme de propagande. Mon travail consiste à perforer cela, à essayer de montrer de manière plus personnelle, en s'appuyant sur la réalité tout en accentuant certains aspects. Non pas donc inverser, non pas détruire, mais bien perforer la propagande. Laisser paraître donc à l'état latent comme un écran premier qui serait traversé par le réel. Alors, je vais donner rapidement quelques exemples de cette présence latente ou plus ou moins explicite. Là, ces premières images sont parfaitement explicites, c'est l'exemple le plus simple, où l'on voit donc la carte postale qui est présente dans la photo elle-même, comme sur ces photos de Bangkok, où les touristes prennent une photo en tenant à la main la carte postale du lieu qu'ils sont eux-mêmes en train de photographier, donc dans cette économie circulaire que j'évoquais tout à l'heure. On essaie de retrouver le cliché. Bon, là, c'est assez évident. Même chose dans les images suivantes. La carte ici devient le motif d'un paysage idyllique, elle est décontextualisée, elle quitte son format rectangulaire pour s'afficher comme motif sur des vêtements des touristes. Et voilà, elle nourrit encore une fois cet imaginaire circulaire qui, c'est le cas surtout sur la photographie de droite, qui met le réel à distance, où le réel semble lui-même en fait réduit à l'état de motif. Troisième exemple, qui moi me fait beaucoup rire, mais là le rapport à la carte postale est peut-être moins évident. Moi j'y vois une sorte de carte postale à l'état latent. On voit quoi? On voit un couple qui pique-nique, qui a l'air légèrement fatigué, un peu hébété au bord d'un cours d'eau, dans un cadre de montagne magnifique, avec un caméscope posé à leur côté. Et puis on voit juste quelques mètres plus loin, exactement un couple qui répète celui du premier plan, dans une division parfaite de l'espace où chacun délimite son territoire. L'effet comique de cette photographie tient à ce mouton qui semble
regarder ce couple et qui semble attendre la photographie qui ne vient pas, comme si le couple étrangement indifférent était incapable de le voir sans l'intermédiaire de l'outil photographique, la caméra dans ce cas, posée à terre. Et donc la carte postale est là ici à l'état latent, dans ce ciel bleu et ce cadrage potentiel qui effaceront aussi la présence des autres touristes à l'arrière-plan. Dernier exemple, un exemple pris au Japon, à Miyazaki, au Shandong. Il y a d'autres photos de cette plage artificielle plus connue où on voit des effets de foule incroyables, mais celle-là, je la trouve plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, la carte postale est donc très visible dans le décor lui-même, entièrement artificiel. Hein. Ocean Dome, c'est une immense plage en intérieur avec de l'eau turquoise parfaitement chauffée et du sable blanc qui ne colle pas à la peau. On voit donc ces hommes et femmes qui sont pris de dos, qui semblent contempler l'horizon de carte postale, qui semblent contempler le ciel, ou plutôt les deux ciels, puisque ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le ciel réel, qui semble un petit peu pâle, juxtaposé à ce ciel artificiel d'un bleu profond, parsemé de nuages d'un blanc éclatant, ce ciel donc aux couleurs véritables, pour reprendre l'expression de Pérec. L'enfermement dans la carte postale est ici mélancoliquement souligné par cette percée de ciel bleu qui dément l'artifice tout en étant surpassé par celui-ci, peut-être moins séduisant que sa copie. Je voudrais reprendre à la suite de Sarah et prolonger ce fil rouge qui consiste à penser la carte postale dans son articulation aux notions de cliché et de bonheur. Et je voudrais insister sur 3 aspects. D'abord, la généralité ou le caractère stéréotypé auquel la carte postale tend, image comme texte, son caractère artificiel et enfin son apparente atemporalité. Alors, je commencerai par la question de la généralité. La généralité comme envers du particulier, qui caractérise aussi bien la carte postale que le bonheur. Le bonheur apparaît en effet, à chaque fois qu'on cherche à s'en saisir ou à le définir, comme profondément flottant, général. Les écrivains l'ont souvent répété, Sarah l'a dit, le bonheur n'a pas d'histoire, ou pour reprendre un autre lieu commun, ne se raconte pas. S'il ne se raconte pas, c'est sans doute parce que rien ne paraît plus lisse, mais aussi moins singulier que cet état. Ce caractère générique et sans histoire du bonheur se trouve résumé par l'incipit d'Anna Karénine. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Il y aurait ainsi, pour le bonheur, comme pour la carte postale, nous allons le voir, une façon de se situer au niveau de la généralité et du lieu commun. Pour développer cette idée, je voudrais me pencher sur un des éléments les plus récurrents des textes écrits au dos des cartes postales et que l'on pourrait subsumer sous le syntagme « le temps qu'il fait ». Dans une leçon donnée au Collège de France en janvier 1979, Roland Barthes analyse la puissance de ce sujet, sous-estimé s'il en est, le temps qu'il fait. Sujet fondamentalement pauvre que l'on pourrait classer dans la catégorie de l'infraordinaire définie par Pérec. Sans rentrer dans les détails de l'analyse, il est intéressant de noter que pour le sémiologue, l'expression qu'il entend avec des tirets, le temps qu'il fait, loin de se réduire à une formule purement emphatique du type « allô », engage selon lui des enjeux tout autant affectifs qu'existentiels. Car si l'on parle souvent du temps qu'il fait avec les personnes que l'on ne connaît pas, avec des inconnus par exemple dans un train, on peut tout à fait à l'autre extrême, nous dit Barthes, parler du temps qu'il fait avec les gens que l'on aime. Barthes a cette très belle formule à propos des personnes qui, je cite, s'aiment tellement qu'elles se le disent par la délicatesse même de l'insignifiance. Parler de la pluie et du beau temps, comme on le fait, lorsque l'on envoie une carte postale de son lieu de vacances, loin d'être une simple formule prête à l'emploi, signalerait donc, je cite encore Barthes, une sorte d'en-deçà du langage qui est l'enjeu même de toute relation affective. L'indigence du propos, son insignifiance, n'exclurait pas, et même d'une certaine façon, induirait une puissance affective. Il y aurait en ce sens une insignifiance affective ou une banalité affective de la carte postale. Il serait intéressant, à cet égard, de comparer la carte postale au haïku, évoqué par Barthes dans la même leçon, autre forme brève qui s'intéresse au temps qu'il fait, mais qui se trouve, elle, tout entière du côté de l'instant vécu, du souvenir inattendu. Si les deux formes semblent être en tout point opposées, la carte postale ne formulant qu'en des termes convenus le temps qu'il fait, le haïku ne se compromettant jamais avec la généralité, on peut percevoir, à travers l'une comme l'autre, la même résonance affective. La pauvreté du propos de carte postale, les « il fait très beau » ou « le soleil brille » qui tapissent leur dos, participent donc bel et bien
d'une banalité affective et efficace qui vient redoubler l'image, souvent cliché, qui figure sur l'autre face. Plage de sable fin, on a dit, mer bleu turquoise, palmier légèrement incliné, soleil couchant, certains motifs sont des motifs de carte postale, qui se caractérisent à la fois par leur façon de dénoter immédiatement le bonheur, mais aussi par leur aspect générique. C'est le cas, par exemple, de la série de cartes postales rassemblée par l'artiste espagnol Oriol Villanova, dont il a été question aussi hier dans l'introduction, dans son œuvre Sunsets From de 2012. Cette installation imposante par ses dimensions et par la quantité d'images réunies met en lumière le caractère intrinsèquement cliché, déjà vu et pourtant efficace de ces cartes postales. Rien en effet de plus banal et signifiant à la fois que ces couchers de soleil évoquant pêle-mêle l'ailleurs, les vacances, le souvenir d'une promenade sur la plage. Ce motif fait d'ailleurs écho à l'un des dessins réalisés par un net messager à partir de cartes postales et de brochures touristiques pour sa série Le Bonheur illustré. Le dessin de messager, on le voit ici, combine deux lieux communs du bonheur, le coucher de soleil et la silhouette d'un couple se tenant par la main. Motif de carte postale par excellence, le coucher de soleil tel que Villanova l'expose sous la forme d'un montage d'une centaine de cartes postales disposées à la verticale apparaît donc comme un motif générique, sans contexte ni ancrage géographique. Cliché atemporel, hors sol, ce motif renvoie à tous les couchers de soleil ou à une idée de coucher de soleil, ce que soulignent explicitement les points de suspension du titre, Sunsets From. Ces points de suspension signifient que peu importe le lieu, Miami, Ibiza ou Agadir, puisque ce qui importe, c'est ce vers quoi l'image fait signe. Ce monde idéalisé des cartes postales dans lequel le ciel est toujours bleu et les crépuscules flamboyants. En jouant de la permutation possible entre ces images, l'œuvre met aussi en question leur statut de cliché. Car comme l'explique Villanova, il est clair pour moi, dit-il, que l'association de milliers d'images clichés ne produit pas comme résultat un autre cliché. Ou plus loin, dans le même entretien avec Anne Reverso, la différence qui réside toujours malgré la répétition me fascine, dit Villanova. C'est une façon d'échapper aux clichés peut-être. Toutes les images sont des clichés, mais l'effet produit par la masse est le contraire de ce que l'on voit dans une seule carte. Dépasser le cliché par l'accumulation des clichés, perforer, pour reprendre l'expression de Parr, le réel et ses typologies, répéter les choses au point qu'elles s'enrayent, tel est l'un des enjeux du travail d'Oriol Villanova. Exposer ces centaines de couchers de soleil revient donc à interroger la puissance des clichés qui traversent et tissent nos imaginaires. Mais il s'agit aussi, en s'emparant de ce motif, d'en interroger la plasticité et la profonde artificialité. La présentation des cartes, selon un classement chromatique, des couchers de soleil au ton jaune-orangé à des crépuscules pourpres et bleutés, met en effet en valeur la facticité même de ces images, aux couleurs retouchées ou rehaussées. On pourrait, sur cette question de la couleur, s'attarder sur une autre série de cartes postales d'Oriol Villanova, au titre là aussi éloquent, News from Paradise de 2007, avec ses perroquets éclatants sur un fond bleu-azur, ou encore cette patineuse au sourire légèrement crispé, dont la tenue rouge vif tranche avec le bleu-gris de la piste de patinage. Mais l'artificialité des cartes postales ne se réduit pas seulement à la couleur. Elle tient aussi à certains effets de cadrage ou de composition de l'image. C'est cet aspect que l'artiste documentation Céline Duval exhibe de façon à la fois précise et drôle dans sa série Premier Plan de 2004. Céline Duval, artiste iconographe comme Villanova, a rassemblé pour cette série une dizaine de cartes postales ayant pour point commun de recourir au même motif pour leur premier plan. Comme le note Marie Boivon, si pris isolément, ces détails auraient pu paraître anodins, leur enchaînement fait ressortir le lieu commun et son absurdité. Sortie de tunnel pour renforcer l'effet d'apparition, cactus ou branches chargées d'orange qui confèrent une touche exotique. Ces fleurs, ces agrumes, ces feuillages au premier plan, qui relèvent à proprement parler de l'ornement, témoignent par leur effet de répétition de l'artificialité, voire de l'absurdité de cette imagerie. Cela semble tout particulièrement le cas pour ces deux cartes, pour les deux dernières cartes, ayant pour premier plan une branche d'oranger. La netteté de l'image, au second plan,
dans la dernière carte, semble particulièrement improbable sur ce cliché. Mais peu importe les effets de cohérence, puisqu'il s'agit de signifier l'ailleurs, l'exotisme, un lieu sans hors-champ, où chaque vue se trouve délinéée par une branche d'oranger ou de cerisier en fleurs. Révéler ces premiers plans, c'est souligner la construction de ces images, cette façon qu'a la carte postale de clore l'image sur elle-même, son caractère artificiel et sans débord. Ce dispositif pointé par Céline Duval se retrouve chez un cinéaste comme Jacques Demy, dont tous les films pourraient être analysés à travers le prisme de la carte postale. Dans Peau d'âne, par exemple, les décors, l'étonnant travail sur les couleurs complètement décorrélées de la réalité, la composition des plans évoque en effet non seulement une esthétique propre aux contes de fées, mais aussi aux cartes postales. Le château du père de Peau d'âne apparaît ainsi dès les premiers plans du film sous la forme d'une carte postale. Le même plan, large et légèrement oblique, est repris par 2 fois dans le film pour nous montrer le château en hiver, puis au printemps. On s'aperçoit, on voit les mêmes branches d'arbres qui occupent le premier plan du cadre. Cet effet d'encadrement par un motif végétal ou floral est repris dans la suite dans une des scènes les plus fameuses du film, celle du rêve où le prince et Peau d'âne chantent en chœur tous les clichés du bonheur. Par la présence des fleurs au premier plan, ce bonheur d'opérette renvoie explicitement à un bonheur de carte postale. Couleurs vives, retouchées, exhibant leur artificialité, cadres composés à la manière d'une carte postale, les films de Demy, comme les images sélectionnées par Duval, déclinent ce grand imagier d'un monde carte postalesque, apparemment aussi lisse que factice. À première vue, la série Le meilleur des mondes de Mathieu Pernaut, dont on a parlé déjà ce matin, se situe à l'opposé de ces paysages de cartes postales. Aucune plage de sable fin, aucun palmier, aucun coucher de soleil à l'horizon. À l'opposé donc de ces motifs qui dénotent un ailleurs fantasmé, les 60 cartes postales reproduites et agrandies par Pernaut représentent des barres d'immeubles construites en France dans les années 50, 60 et 70. À l'exotisme ou au pittoresque des motifs évoqués précédemment, succèdent donc ici des constructions plus familières, plus déceptives, plus endotiques, pour reprendre le terme de Perec. Et pourtant, en regardant un peu plus attentivement ces images, et c'est ce à quoi nous invite le geste de Pernaut, au-delà même du titre, Le meilleur des mondes, et de son ironie manifeste, on retrouve dans ces images quelque chose qui reconduit l'esthétique de la carte postale, qui en rejoue les codes. Choix de plans larges pour mettre en valeur la taille des bâtiments, cadrage bien centré, ciel bleu et pelouse verte, quasi-absence de personnages ou d'éléments parasites dans l'image. Nous nous trouvons presque dans une carte postale de John Hindle. Même les voitures, nombreuses, loin de parasiter l'image, viennent renforcer l'idée de modernité, de prospérité que ces cartes visaient à diffuser. Les textes qui se trouvent au dos de ces cartes postales et que Pernaut a rassemblés dans son ouvrage Le Grand Ensemble vont dans le même sens et confirment ce sentiment de bonheur ressenti par les nouveaux occupants de ces quartiers qui, lorsqu'ils envoient une carte, marquent souvent d'une croix l'emplacement précis de leur logement. Je cite une de ces cartes. « Voici notre cité avec une des tours où nous habitons au 7e. La résidence est une belle réalisation. Les appartements sont confortables et très peu bruyants. De grands placards, chauffage par les sols, donc pas de place prise par les radiateurs. 3 grandes chambres, nous avons tout casé notre matériel, bien comme il faut. » Ces lignes tracées au dos des cartes entrent en résonance avec les figures de la série des témoins, qui complètent le grand ensemble. C'est en agrandissant les rares silhouettes repérées sur les cartes du meilleur des mondes que Mathieu Pernaut a fait émerger ces figures. L'agrandissement faisant au passage ressortir les trames d'impression, tout en révélant l'artificialité des couleurs produites par quadrichromie, la qualité plastique de ces images, mais aussi leur origine comme leur destin d'images reproductibles. Ces figures, cette façon de faire apparaître la trame de l'image, de se saisir d'objets vernaculaires, sont au centre également de plusieurs vidéos de Valérie Mregen, réalisées à partir de cartes postales. Je pense ici en particulier à la vidéo Sacré-Cœur de 2015, dans laquelle l'artiste dresse le portrait d'une dizaine d'anciens camarades de classe. Comme dans d'autres vidéos, Mregen déroule ici un récit laconique, à la tonalité légèrement mélancolique, sur un diaporama d'images fixes, représentant des escaliers, des squares ou des barres d'immeubles. Le monologue
reprend le type d'écriture concis et faussement banal des cartes postales. L'artiste y combine, avec cette économie de moyens qui lui est propre, généralité et art du détail, parvenant en quelques mots à faire surgir des personnages, amorcer des récits, mais aussi esquisser une époque et ses représentations toutes faites du bonheur. Contre l'image d'un bonheur atemporel, le réinvestissement de cartes postales des années 50 et 60 par Mrejane comme par Pernaut fait ainsi affleurer leur caractère daté, au même titre que le rêve de bonheur qu'elles portaient. Ce corpus d'images et de textes nous permet ainsi de déplacer sensiblement notre réflexion sur le bonheur et d'envisager un bonheur non plus atemporel comme celui des couchers de soleil, mais un bonheur contextualisé, daté et même périmé. Ces cartes, en mettant en scène ce qui, dans la période des 30 Glorieuses, correspondait à une forme d'utopie urbaine, témoignent d'une certaine conception du bonheur, même si cette utopie nous paraît aujourd'hui profondément obsolète. Aussi obsolète en un sens que le bonheur domestique et matériel mis en scène par Martine Parr dans Le bonheur conjugal, ou que le Concorde, figurant ici, c'est la deuxième vignette, sur un dessin de la série du bonheur illustré d'Annette Messager. Pour conclure, en 2 mots, à travers les exemples convoqués, de Pérec à Pernaut, en passant par Parr, Villanova, Mrejane ou Demy, s'esquisse ainsi toute une imagerie du bonheur de part en part, informée par le modèle de la carte postale. Mais si les artistes reprennent les codes de cette imagerie, ce qu'elle peut avoir de banal, de cliché, de plat, voire de creux, ils rendent aussi compte de la puissance et de la résonance affective de cet imaginaire. Merci.